Aujourd'hui, on quitte la Terre pour aller très loin pendant 10 petites minutes puisqu'on vous emmène sur Mars. La planète rouge n'a jamais été aussi proche de nous. Et pour en parler, un astrophysicien avec nous ce soir, Francis Rocard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge des programmes d'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales, au CNES. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages et voici le dernier, La mission du siècle. Enfin, le titre, c'est Dernière nouvelle de Mars et c'est aux éditions Flammarion. Alors, dimanche dernier, tous les yeux étaient rivés sur SpaceX, la capsule qui vient d'arriver dans l'espace. Mais son fondateur, Elon Musk, voit déjà plus loin, puisque son objectif, c'est Mars, le fantasme absolu, une littérature inépuisable, des films. Alors pourquoi cette obsession après la Lune? C'est la nouvelle frontière à conquérir, Francis Rocard? Aux États-Unis, certainement. Oui, Mars, c'est la nouvelle frontière. La Lune a été cochée avec Apollo en 69-72. Maintenant, l'objectif à long terme, depuis déjà 30 ans, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est réellement Mars. Et simplement, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus loin, beaucoup plus long. Et donc, ça ne pourra pas se faire comme Apollo s'est fait. Vous savez, un discours de Kennedy en mai 61, et 8 ans plus tard, ils y étaient. Là, il va falloir procéder par étapes. Et le paradoxe de ce que l'on vit actuellement, c'est que l'étape numéro 1, elle est vers la Lune. Pour ensuite accéder à Mars. Pour ensuite aller vers Mars. Et alors, à quoi ressemble Mars? Vous la décrivez, c'est pas vraiment une planète hospitalière. C'est un désert glacé, très poussiéreux. Dès qu'il y a du vent, la poussière envahit l'atmosphère. Moins 55 degrés, c'est ça? Oui, c'est une moyenne. En fait, c'est plutôt 0 le jour et moins 100 la nuit. Il fait très très froid la nuit. Et c'est a priori stérile en surface. Ça, c'est à peu près sûr. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la vie a existé? Est-ce que de la vie a existé il y a 4 milliards d'années? Et c'est ce que fait actuellement Curiosity. Et dans ce cas-là, justement, quel est l'intérêt d'aller sur cette planète? C'est de trouver s'il y a des traces de vie, peut-être d'autres choses aussi? Voilà, c'est l'endroit mécaniquement le plus facile d'accès où on pourrait trouver de la vie extraterrestre. D'où l'intérêt particulier de Mars. La vie extraterrestre, qu'est-ce que ça changerait pour les astrophysiciens comme vous? Je crois que ça changerait tout, non pas pour les astrophysiciens, mais pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on est seul dans l'univers. Si demain, on nous annonce que de la vie est apparue sur Mars, des tas de questions vont se poser. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est une autre vie? Et suivant ce qu'on va trouver, on va basculer dans un monde ou d'un autre. Et ça sera une véritable révolution intellectuelle. Alors, comment on fait pour aller sur Mars? Vous disiez là en préambule, c'est très très loin, très compliqué. C'est très très loin, très compliqué. Et on ne pourra pas y aller directement en partant d'aujourd'hui jusqu'à, disons, dans 10 ans. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut développer un certain nombre de véhicules. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a comme ça, plus d'une dizaine à fabriquer, notamment celui qui va se poser, qui est extrêmement difficile à fabriquer. Le gros véhicule qui va emmener les hommes, oui, ça, c'est les vols habités, c'est ça? Le rêve des vols habités. On parle de mission habitée. En automatique, on l'a déjà fait. On a envoyé des sondes, des robots. Des robots. Et d'ailleurs, on va faire l'aller-retour avec un retour d'échantillons martiens qui démarre cet été, avec Persévérance, qui est un véhicule qui va se poser, qui va collecter. Et 10 ans plus tard, on aura les échantillons sur Terre. Et alors, quand on dit loin, on parle quoi? En kilomètres? En années-lumière? Comment ça se calcule? On parle en kilomètres. Le voyage vers Mars, oui, ça prend 6 mois et c'est à peu près 400 millions de kilomètres. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour voler aussi loin? Vous disiez, bien sûr, ça demande des développements extrêmement complexes de technologies, de véhicules. J'imagine que ça demande aussi de l'énergie, ça demande des capacités aussi de compétences pour atterrir, pour décoller. Tout ça, ça fait Absolument. partie aussi des recherches que vous êtes en train de faire? Alors, moi, personnellement, non, mais les Américains, certainement. Oui, il faut de l'énergie pour y aller. Donc, il faut cette très, très grosse fusée qui s'appelle le Space Launch System et qu'on va voir voler. C'est la Saturne V du XXIe siècle. Saturne V, c'était Apollo. Une fusée qui fait plus de 100 mètres de haut et qui va commencer à décoller avec des vols de qualification, je pense, l'année prochaine. Voilà, donc l'affaire démarre sérieusement. Il y a quand même beaucoup d'argent aux États-Unis dépensé là-dessus. Mais ça va commencer par un passage par la Lune où on va voir des véhicules de 20 tonnes, 30 tonnes aller vers la Lune, petite station lunaire. Habiter sur Mars, ce serait possible? C'est le rêve d'Elon Musk. Lui, il parle de coloniser Mars, dans d'ailleurs quelques années. C'est imaginable? Alors, colonisation, non. Parce que dans le sens colonisation, elle est simple. Et on est totalement autonome. Je n'y crois pas.
Personnellement, je n'y crois pas. Monsieur Elon Musk a l'air d'y croire. On verra qui a raison plus tard. Mais par contre, exploration, oui, avec des hommes. C'est en tous les cas ce que veulent faire les Américains. Et ils sont leaders. Ils investissent beaucoup d'argent dans ce domaine, près de 10 milliards par an. Donc ça permet de faire des choses. Et l'Europe sera présente. L'Europe sera un partenaire fiable, comme elle l'a été sur l'ISS, comme elle l'est sur la petite station lunaire. L'Europe a déjà un peu défini quel va être son rôle. Donc oui, il y aura une implication européenne. Et alors, pour rester sur Mars un temps, en tout cas, il faudrait, j'imagine, un lieu, une zone, une base. À quoi elle ressemblerait? Parce qu'il faut pouvoir aussi se nourrir, évoluer. Alors, oui, il faut souvent je dis, il faut la maison, le laboratoire, la voiture, la centrale à énergie. Alors déjà, la centrale à énergie, c'est en soi très délicat. Pourquoi ? Parce que le solaire est trop risqué à cause des tempêtes de poussière. Donc il va falloir probablement passer par le nucléaire. Donc petit réacteur nucléaire à envoyer dans l'espace, et c'est ça qui pose des problèmes, vous imaginez. Oui. Mais c'est un passage, je dirais, presque obligé. En tous les cas, ça faciliterait énormément le programme. Et sur place, les difficultés à surmonter, justement, quand on va travailler, si c'est possible, sur place, l'atmosphère, l'environnement? Comme sur la Lune, c'est pareil. C'est-à-dire que dès que vous sortez dehors, vous avez un gros scaphandre, et puis vous sortez, et puis vous faites vos collectes d'échantillons, vous revenez, vous enlevez vos scaphandres. Simplement, sur la Lune, sous Apollo 17, 3 jours, ça a été le record. Là, on parle d'1 an et demi sur Mars. Et là, ça change tout le problème. Vous avez peut-être vu ce film Seul sur Mars, où il cultive ses pommes de terre. Bah oui, il va falloir faire des cultures. Mais la question qui est absolument pas claire, c'est combien d'hectares de culture il va falloir déployer pour nourrir un équipage de 4, 5, 6 personnes pendant 1 an et demi. Et là, il y a beaucoup d'études à faire pour arriver à chiffrer tout ça. Vous racontez que vous rêvez d'avoir, enfin vous rêvez en tout cas, ce serait vraiment une grande avancée pour vous d'avoir un morceau de la planète Mars entre vos mains. Oui, c'est un rêve des scientifiques depuis déjà très longtemps, parce que je pense que, et je ne suis pas le seul, si vous voulez répondre à la question est-ce que la vie est apparue sur Mars, il vous faut ce bon caillou. Et alors il faut le bon. Il faut le bon. Il faut le bon, parce que si on prend un morceau de roche volcanique, on n'aura probablement pas de réponse. La réponse sera négative. Donc il faut aller chercher une roche qui a été altérée par l'eau, ce qu'on appelle des roches sédimentaires, alors on appelle ça des sulfates et des argiles. Ouais. Et c'est ce que Persévérance va faire en décollant en juillet prochain. Et donc on espère qu'on aura fait le bon choix et qu'on aura rapporté les bons échantillons. Il va falloir attendre 10 ans quand même. Et ensuite, il va y avoir une armada de scientifiques qui vont les analyser. Et si vous voulez une réponse un peu consensuelle, ce n'est pas une équipe qui va dire « j'ai trouvé la vie ». Il faut que les autres prennent le même échantillon et confirment qu'il a bien trouvé quelque chose. Il y a eu toute une controverse il y a 25 ans maintenant qui a abouti à une conclusion, c'est non, on n'a pas trouvé la vie sur Mars. Mais là, on pourra arriver à un consensus qui sera oui ou qui sera non, mais qui sera clair. Et alors, pour s'approcher de cette planète, y aller et peut-être vous rapporter le bon caillou, est-ce qu'il faut avoir en tête des dangers? Est-ce qu'on peut s'approcher comme ça sans risque de cette planète? Il y a des dangers. Pour les hommes, il y a les dangers des radiations. Les radiations? Les radiations qui viennent pour une part du Soleil, pour une part de la galaxie d'un peu partout. Et comment on fait pour s'en protéger? Alors, pour les radiations solaires, on peut fonctionner sur alerte avec une alarme. Et puis, à ce moment-là, il y a une zone qui est protégée des radiations. Ça, et comme elles viennent du Soleil, on se met derrière un bouclier. Ça, c'est assez simple. Par contre, pour le galactique, ça vient de partout, tout le temps. Les radiations galactiques? Galactiques. Ce sont des atomes très énergétiques qui vous pénètrent directement. On ne peut pas s'en protéger? Non, on ne peut pas s'en protéger. Donc, les astronautes vont avoir des doses de radiation qui dépassent les normes du nucléaire habituel, les normes internationales. Donc, on peut en mourir? On peut en mourir, non pas pendant la mission, mais 20 ans après la mission. On a un excès de cancer. Voilà, c'est comme ça que aujourd'hui, la norme, c'est 3% d'excès de cancer 20 ans après. Là, on va être au-delà de ces 3%. Donc, il y a un problème d'éthique à régler. Et puis... de législation, peut-être? Propre aux astronautes, parce qu'on ne va pas non plus changer la législation du nucléaire, uniquement ça poserait d'autres problèmes. Donc oui, il va falloir faire une dérogation pour les astronautes, et il va falloir que d'abord les astronautes seront conscients qu'ils prennent un risque pour leur vie à long terme. Vous savez, l'espace, c'est un vieillissement accéléré, donc ils vont vieillir de façon accélérée. Eh bien, merci pour ce voyage. Il y a encore tant de choses à découvrir, entre autres grâce à vous. Merci encore, Francis Rocard. Je rappelle le titre de votre livre, Dernière nouvelle de Mars, la mission du siècle. C'est aux éditions Flammarion. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient, bien sûr, sur le mouvement de protestation aux États-Unis et les échos qu'il trouve en France. Bonne émission à vous.